Combien de secrets une seule photographie peut-elle contenir? Combien de vies, de mensonges et de sacrifices sont figés dans un simple instantané d'argent? Nous pensons que les vieilles photos sont des fenêtres sur le passé, mais le plus souvent, ce sont des miroirs déformants, conçus pour montrer une vérité choisie, une performance pour la postérité. Mais que se passe-t-il lorsque la performance est tout ce qui reste? Regardez attentivement ce portrait. Nous sommes à Lyon, en France, en 1920. Une famille bourgeoise, les Fournier, posent sur les marches de leur hôtel particulier sur la colline de la Croix-Rousse. Ils semblent l'incarnation parfaite de la reconstruction d'après-guerre. Unis, prospères, respectables. Il y a le père, Georges, un industriel de la soie, la main posée fermement sur l'épaule de son fils aîné. Il y a la mère, Adèle, élégante, le sourire figé, tenant la main de sa jeune fille, Camille. Et il y a les enfants, Camille, 5 ans, souriante, et Julien, 10 ans, regardant l'objectif avec une intensité qui détonne. Une famille unie, c'est du moins ce que l'on veut nous faire croire. Mais ce n'est pas cette famille que nous allons suivre, pas directement. Regardez plus attentivement. Dans l'ombre du portail, à moitié cachée par un pilier de pierre, on la distingue à peine. Une jeune femme en uniforme de bonne, tenant un plateau qui semble trop lourd pour elle. Son nom est Élise. Elle est invisible pour le photographe, invisible pour la famille, et pourtant, à cet instant précis, elle est la seule personne sur cette photographie qui connaît la vérité. Elle est la gardienne d'un secret qui, s'il était révélé, détruirait cette image de perfection. Car le fils aîné, l'héritier, Julien, n'est pas le fils de Georges, et ce secret n'est que la première couche d'une histoire bien plus profonde. À la fin de ce voyage, vous ne verrez plus jamais un vieux portrait de la même manière. Vous comprendrez le poids du silence et le courage extraordinaire de ceux que l'histoire a choisi d'ignorer. Si vous croyez, comme nous, que chaque visage oublié dans la foule mérite que son histoire soit racontée, si vous pensez que la vraie histoire s'écrit dans les marges, alors rejoignez-nous. Notre mission ici est de donner une voix à ces fantômes, de redonner vie à ces héros silencieux. Abonnez-vous, activez les notifications et soutenez ce travail de mémoire, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui est une leçon de vie que vous ne trouverez dans aucun livre d'histoire. Nous sommes donc en 1920. L'encre du traité de Versailles est à peine sèche. La France pleure ses morts, mais s'empresse de reconstruire, de célébrer, d'oublier. C'est l'aube des années folles, mais pour des millions de gens, la Grande Guerre n'est pas terminée. Elle vit dans les poumons des gazés, dans les membres fantômes des amputés et dans le silence des foyers. La maison des Fournier, sur les hauteurs de Lyon, est l'un de ces foyers. De l'extérieur, c'est un bastion de réussite. Georges Fournier a fait fortune en fournissant des soieries pour les uniformes, puis a habilement reconverti ses usines. C'est un homme de son temps, dur, patriarcal, obsédé par l'honneur et la lignée. Il est revenu du front en 1917, non pas blessé au combat, mais par la grippe espagnole qui l'a presque emporté, le laissant avec une humeur sombre et une impatience chronique. Il voit en Julien, son fils aîné, la continuation de son nom, de son empire. Il le traite avec une sévérité qui ressemble à de la cruauté, tentant de forger chez ce garçon sensible et rêveur l'homme d'affaires impitoyable qu'il n'est pas. Élise est arrivée dans cette maison 2 ans plus tôt, en 1918. Elle venait de l'Ardèche, une région rurale et pauvre, fuyant une vie sans avenir. Pour elle, Lyon était une métropole, et la maison Fournier un palais. Mais elle a vite appris que les murs épais de la Croix-Rousse n'étaient pas faits pour garder le froid à l'extérieur, mais pour garder les secrets à l'intérieur. Elle était la bonne à tout faire. Elle se levait avant l'aube, allumait les feux, préparait les cafés, cirait les parquets, et surtout, elle écoutait. Elle était devenue une partie du mobilier, une ombre que personne ne remarquait, et c'est depuis ces ombres qu'elle a commencé à voir les fissures dans la façade. Elle a vu la façon dont Madame Adèle sursautait chaque fois que son mari élevait la voix. Adèle était une femme belle, mais d'une beauté fanée, comme une fleur pressée dans un livre. Elle venait d'une bonne famille, mais sans fortune. Son mariage avec Georges était un arrangement, pas une romance. Elle flottait dans la grande maison comme un fantôme, s'occupant de sa roseraie et de sa fille, Camille, mais gardant toujours une distance étrange avec Julien. Élise, elle, s'était prise d'affection pour Julien. Le garçon était différent. Il ne ressemblait ni à Georges, ni à Adèle. Il avait des yeux d'un bleu profond, presque violet, et des cheveux noirs ondulés, alors que ses 2 parents avaient les cheveux châtains et les yeux bruns. Mais plus que cela, c'était son âme. Il ne s'intéressait pas aux chiffres de l'usine. Il dessinait. Il se cachait dans la bibliothèque avec des livres de poésie ou s'asseyait avec Élise dans la cuisine, lui posant des questions sur les étoiles et les montagnes de son Ardèche natale. Élise voyait la tendresse que Madame Adèle lui portait, mais elle était toujours mêlée de peur, et elle voyait le mépris à peine déguisé de Georges, qui ne comprenait pas ce garçon
faible. Les tensions étaient donc quotidiennes. Les dîners étaient des affaires silencieuses, rompues seulement par les réprimandes de Georges à Julien et les soupirs étouffés d'Adèle. Comment Élise a-t-elle su? Ce n'était pas une seule chose, mais 1000 petits détails. La façon dont Adèle évitait de toucher son propre fils. La panique dans ses yeux un jour où Georges, en plaisantant lourdement, a dit « Ce garçon ne tient de moi que mon nom ». Et puis, il y a eu la découverte. Un après-midi d'hiver, alors que la famille en était sortie. Élise faisait le ménage dans le bureau de Madame Adèle, une petite pièce où la maîtresse de maison gérait les comptes et écrivait sa correspondance. En déplaçant un lourd secrétaire en noyer pour épousseter derrière, Élise a senti quelque chose glisser. Une latte de bois s'était détachée au dos du meuble, révélant une cache étroite. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule chose. Une petite boîte en fer blanc, rouillée sur les bords. Le cœur battant, Élise l'ouvrit. Elle contenait un petit paquet de lettres, liées par un ruban de soie bleue décoloré et une mèche de cheveux noirs, doux et ondulés, identiques à ceux de Julien. Élise savait qu'elle ne devrait pas, que c'était un péché, un motif de renvoi immédiat. Mais une force plus grande qu'elle la poussa à ouvrir la première lettre. L'encre était pâlie, la date, 1909, 1 an avant la naissance de Julien. Elle n'était pas signée par Georges. Elles étaient insignées d'un seul nom, Thomas. Et les mots qu'elle lut ce jour-là changèrent tout. La poussière dansait dans le rayon de lumière solitaire qui pénétrait le bureau de Madame Adèle. Pour Élise, le temps semblait s'être arrêté. Ses doigts, rugueux à force de lessive, tremblaient en tenant le papier fin. La première lettre. La calligraphie n'était pas celle d'un homme d'affaires comme Monsieur Fournier, faite de lignes dures et impatientes. Celle-ci était fluide, artistique, pleine d'élan. C'était la main d'un poète. Ou d'un peintre. Et les mots étaient un feu dans le froid de cette maison. Ma chère, mon unique Adèle, commençait-il. Chaque jour passé loin de toi est un siècle d'hiver. Te voir hier au salon, si proche et pourtant si inaccessible, fut la plus douce des tortures. Ton mari parle de soie et de chiffres, mais il ne voit pas la vraie soie, celle de ta peau, ni le seul chiffre qui compte, celui des heures que nous volons au destin. Élise sentit une bouffée de chaleur lui monter aux joues. Elle lisait quelque chose d'interdit, un péché gravé à l'encre. Elle continua, lettre après lettre. Thomas n'était pas un étranger de passage. Il était le professeur de piano et de dessin engagé par Georges lui-même, en 1909, peu après leur mariage, pour parfaire l'éducation de sa jeune épouse. Georges, déjà consumé par son ambition, voyageait constamment, laissant Adèle seule dans la grande maison. Thomas, avec ses yeux bleus profonds, les mêmes yeux que Julien, et sa passion pour Ravel et Debussy avait apporté de la couleur dans sa vie grise. Les lettres racontaient leur rencontre secrète. D'abord dans le salon de musique, leurs mains se frôlant sur le clavier, puis dans la roseraie, à l'abri des regards. Elles parlaient de peur, de culpabilité, mais surtout d'une connexion si profonde qu'elle les effrayait tous les deux. Puis le ton changea. La passion céda la place à la panique. « Adèle, que ferons-nous ? Tu portes notre enfant. C'est un miracle et une catastrophe. » Élise arrêta de respirer. 1909, 1 an avant la naissance de Julien. Thomas proposait de s'enfuir. Nous vivrons de peu. Je peindrai. Je donnerai des leçons. Nous serons pauvres, mais nous serons libres, et notre enfant connaîtra l'amour. Mais la lettre suivante, écrite par Adèle mais jamais envoyée, était un adieu déchirant. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas affronter la honte, la pauvreté, l'ostracisme. Elle était prisonnière de sa classe sociale, prisonnière de Georges. La dernière lettre était de Thomas, écrite à la hâte, pleine d'amertume et de chagrin. « Tu as fait ton choix. Georges m'a congédié ce matin. Il a trouvé mes croquis de toi inappropriés. S'il savait, il ne sait rien. Il ne voit en moi qu'un simple employé. Un insecte. Il ne sait pas que je lui laisse le seul trésor qu'il possédera jamais et qu'il ne saura jamais apprécier. Adieu, mon amour. Élève-le pour qu'il soit meilleur que nous. » Élise referma la boîte en fer blanc. Ses mains ne tremblaient plus. Elles étaient lourdes, comme si elle venait de ramasser un fardeau qui ne lui appartenait pas. Elle comprit. Elle comprit tout. L'indifférence de Georges envers Julien n'était pas seulement de la déception. C'était un rejet instinctif, une voix primale en lui qui lui disait que cet enfant n'était pas de son sang. La peur constante d'Adèle n'était pas seulement la peur d'un mari violent. C'était la terreur quotidienne qu'une simple comparaison, une remarque sur la couleur des yeux de Julien, ne fasse s'effondrer tout l'édifice. Et Julien, ce garçon sensible et artistique, piégé dans une maison qui exigeait qu'il soit un loup alors qu'il était un oiseau chanteur. Il n'était pas seulement l'enfant d'Adèle, il était l'enfant de Thomas, l'enfant secret du professeur de piano congédié. Élise remit la boîte à sa place, ajusta la latte de bois et se releva. Elle essuya la poussière du meuble, mais elle ne pourrait jamais essuyer la connaissance qu'elle venait d'acquérir. Elle était sortie de la cuisine, des caves, des greniers. Elle était entrée dans le cœur battant et malade de la famille Fournier. Elle n'était plus seulement une bonne, elle était un témoin, une complice silencieuse du plus grand secret de la maison. En descendant l'escalier de service, elle entendit le piano. Ce n'était pas Madame Adèle, c'était Julien. Il jouait, maladroitement mais avec une passion évidente, une mélodie simple et triste. C'était une pièce que Thomas avait mentionnée dans ses lettres comme étant leur chanson. Élise s'arrêta sur les marches.
invisible, les larmes lui montant aux yeux. Elle ne pleurait pas sur le passé d'Adèle, elle pleurait sur l'avenir de Julien. Elle savait, avec une certitude terrifiante, que dans cette maison bâtie sur le silence, la vérité finit toujours par trouver un moyen de sortir. Et elle, Élise, serait là pour le voir. Elle était désormais la gardienne de l'histoire de Julien, l'histoire que ce portrait de famille de 1920 tentait si désespérément de cacher. Elle regardait maintenant les membres de cette famille, non plus comme ses employeurs, mais comme les personnages d'une tragédie grecque dont elle était la seule spectatrice à connaître la fin. La connaissance est une chose étrange. Elle ne pèse rien, mais c'est le plus lourd fardeau qu'un être humain puisse porter. Pour Élise, la maison Fournier était devenue un théâtre, et elle était la seule à posséder le livret. Chaque matin, en servant le café, elle n'était plus simplement la bonne. Elle était l'historienne secrète, l'observatrice d'un drame silencieux qui se jouait à huis clos. Les semaines qui suiviraient sa découverte dans le bureau de Madame Adèle furent les plus tendues. C'était comme si le fait de connaître la vérité la rendait plus bruyante, plus présente. Le secret semblait suinter des murs, s'épaissir dans l'air à chaque repas. Élise avait l'impression que le secret avait un poids physique, qu'il s'accumulait dans les coins que la brosse ne pouvait pas atteindre, qu'il se déposait comme une fine couche de suie sur la vaisselle d'argent. Elle observait, c'était devenu sa seconde nature, plus importante encore que de frotter ou d'épousseter. Elle observait la façon dont Georges Fournier évitait de poser les yeux sur son fils aîné. Quand il s'adressait à Julien, son regard se fixait toujours un peu au-dessus de sa tête, ou sur le mur derrière lui. Mais quand il pensait que personne ne regardait, il le fixait. Élise l'avait surpris plusieurs fois, depuis l'entrebâillement de la porte du salon. Georges regardait Julien, qui lisait près de la fenêtre, et son visage était un masque de confusion et de dégoût. Il cherchait désespérément un reflet de lui-même dans ce garçon aux yeux de rêveur, et n'en trouvant aucun, sa frustration se transformait en mépris. « Redresse-toi, garçon !» aboyait-il au dîner. Un Fournier ne se tient pas avachi comme un poète de gouttière. Et Élise, en servant la soupe, voyait Julien se raidir, mais elle voyait aussi Adèle saisir le bord de la table, ses jointures devenant blanches. La peur d'Adèle était devenue si palpable qu'Élise s'étonnait que Georges ne la voie pas. C'était une peur constante, une note aiguë qui vibrait en permanence sous le silence de la maison. Chaque fois que Georges s'en prenait à Julien, ce n'était pas son fils qu'Adèle regardait, c'était son mari. Elle le scrutait, non pas avec colère, mais avec la terreur d'un animal traqué, guettant le moment où la simple irritation de Georges se transformerait en suspicion, puis en certitude. Et Julien, le pauvre Julien était au centre de cet ouragan silencieux, et il n'en comprenait pas la cause. Il était devenu le seul allié d'Élise dans la maison, non pas qu'il le sache. Il venait souvent la trouver dans l'office ou la cuisine, lui montrant un insecte trouvé dans le jardin, ou lui posant des questions sur les montagnes. Pour lui, Élise était une zone de neutralité, la seule personne dans la maison dont l'humeur ne dépendait pas de sa simple présence. Pour Élise, chaque conversation avec lui était un acte de trahison envers ses employeurs, et un acte de loyauté envers la vérité. En lui tendant un biscuit, elle avait l'impression de consoler le fantôme de Thomas, le professeur de piano. La tension ne pouvait pas durer, il fallait qu'elle éclate. Et elle éclata un mardi soir, en novembre 1919. La pluie battait contre les hautes fenêtres, un rythme furieux qui semblait applaudir le drame à l'intérieur. Julien avait ramené son carnet de notes de l'école. Georges, comme à son habitude, l'inspecta à la table du dîner. Les notes étaient impassables. Mais caché sous le carnet de mathématiques, il y avait autre chose. Un carnet de croquis. Georges le sortit d'un geste sec. Il l'ouvrit. Ce n'étaient pas des dessins d'enfants. C'étaient des portraits. Des portraits de la petite Camille, endormie. Des portraits d'Adèle, l'air absent, regardant la roseraie. Il y avait même un portrait d'Élise, de dos, pétrissant la pâte. Ils étaient de faits avec une sensibilité, une compréhension de la lumière, et de l'ombre qui était bien au-delà de son âge. C'était le sang de Thomas qui parlait, criait, à travers le crayon de son fils. Le silence dans la salle à manger était total. On n'entendait que le crépitement du feu et la pluie. Georges feuilleta le carnet, son visage passant du rouge au violet. « Des poupées, siffla-t-il. Des femmes. C'est ça que tu fais de ton temps? C'est ça que je paie à l'école? Pour que tu deviennes une couturière ?» Julien, blême, tenta de répondre. « C'est ce que je vois, père. J'aime dessiner ce que je vois. » Georges se leva d'un bond, sa chaise crissant sur le parquet. Il attrapa le carnet. « Tu ne vois rien !» hurla-t-il, sa voix faisant trembler les verres. « Un homme voit des usines, il voit des chiffres, il voit le pouvoir. Toi, tu vois des rubans et des ombres. Tu ne tiens pas de moi. Tu ne tiens rien de moi. » Ce fut la phrase de trop. Adèle laissa échapper un petit cri étranglé et, en se levant, heurta son verre d'eau, qui se renversa et se brisa sur le sol. Ce fut le chaos. Georges jeta le carnet de croquis dans la cheminée. Les pages s'enflammèrent instantanément, dévorant les visages dessinés. Julien poussa un cri de douleur, comme si on le brûlait lui-même, et s'enfuit de la pièce en sanglotant. Adèle se figea, une main sur sa bouche, les yeux fixés sur le verre brisé à ses pieds, incapable de bouger, prise entre le feu et son fils.
Et Élise, qui était restée immobile près du buffet, fut soudain rappelée à sa condition. « Eh bien, ne restez pas là !» lui cria Georges, qui avait besoin d'une cible. « Nettoyez ça !» Élise s'agenouilla. Avec une brosse et une pelle, elle commença à ramasser les éclats de verre. Elle était à leurs pieds, la tête baissée. Mais de là, elle voyait tout. Elle vit les chaussures de Georges, immobile, planté dans une arrogance furieuse. Elle vit l'ourlet de la robe d'Adèle, tremblant de façon incontrôlable. Elle entendit Georges dire, plus calmement mais avec une froideur terrifiante, « Cette famille s'effondre. Il y a un relâchement, un manque de discipline. » Il regarda Adèle. « Nous allons remédier à cela. » Élise termina de nettoyer, se releva et disparut dans l'ombre du couloir de service. Elle entendit Georges continuer. « J'ai besoin d'ordre, j'ai besoin de respect. Cette ville doit voir que la famille Fournier est un pilier. Demain, Adèle, vous prendrez contact avec le studio Vérone. Nous allons faire un portrait de famille officiel, sur les marches. Nous allons leur montrer ce qu'est l'unité. » Élise s'arrêta dans le couloir sombre. Son cœur battait à tout rompre. Un portrait. Après l'incendie, après les larmes, après la phrase « Tu ne tiens rien de moi », Georges n'allait pas célébrer sa famille. Il allait l'embaumer. Il allait commander la fabrication d'un mensonge en sépia, une preuve tangible pour remplacer la vérité insupportable. Et Élise le savait. Au moment où le photographe appuierait sur le déclencheur, elle serait là, regardant depuis les ombres, seule témoin du moment précis où un secret devenait une œuvre d'art. Le lendemain de l'incendie du carnet de croquis, la maison Fournier n'était plus une maison. C'était un champ de bataille gelé. Le silence qui s'était installé n'était pas un silence de paix, mais l'absence de bruit qui suit une explosion, lorsque tout le monde retient son souffle, attendant de voir ce qui va s'effondrer ensuite. La première tâche d'Élise, ce matin-là, fut de nettoyer la cheminée du salon. Et c'est là, en enlevant les cendres froides, qu'elle la trouva. Une moitié de page à peine carbonisée. On y voyait un seul œil, dessiné avec une précision et une tristesse qui la bouleversèrent. C'était l'œil de Julien, l'œil de Thomas. Élise plia soigneusement ce fragment de vérité brûlée et le glissa dans la poche de son tablier. C'était une relique, c'était une promesse. Georges Fournier, lui, semblait ragaillardi par sa propre cruauté. Il avait pris une décision, et cet acte de destruction semblait avoir clarifié son esprit. Il était devenu un metteur en scène. L'obsession du portrait de famille avait consumé tout le reste. Il aboyait des ordres. Il fallait commander de nouveaux costumes pour tout le monde. La petite Camille aurait une robe de soie blanche, comme une poupée. Adèle devrait porter ses perles, celles de sa belle-mère. Et Julien porterait un costume d'homme miniature, rigide, sombre, une armure conçue pour cacher l'enfant à l'intérieur. Georges ne cherchait pas à capturer un souvenir. Il cherchait à créer une preuve que son monde était en ordre, que sa lignée était pure, que son autorité était absolue. Le portrait n'était pas destiné à la famille, il était destiné au monde, une déclaration de pouvoir sur papier glacé. Adèle, quant à elle, s'enfonçait. Elle passait des heures dans la roseraie, même si le gel de novembre avait noirci toutes les fleurs. Élise la surprenait, immobile sur le banc de pierre, ne pleurant pas, mais simplement absente, comme si son esprit avait fui son corps pour trouver refuge ailleurs. Elle avait commencé à parler à Élise, pas de confidence. Non, ce serait franchir une ligne de classe infranchissable, mais elle laissait échapper des phrases. Des soupirs chargés de mots. « Il n'a pas toujours été comme ça, Élise », disait-elle en regardant les roses mortes, la guerre ou peut-être l'usine. Quelque chose la durcit, et Élise se tenait là, tenant un seau ou un chiffon, devenant la dépositaire involontaire de cette demi-confession. Adèle ne cherchait pas l'absolution. Elle cherchait un miroir, quelqu'un qui puisse témoigner de sa souffrance sans la juger. Et Élise, la gardienne du secret, était devenue le puits parfait dans lequel jeter ses peurs. Mais c'était l'état de Julien qui tourmentait le plus Élise. Le garçon avait disparu. Physiquement, il était là, un fantôme silencieux à table, mais son esprit s'était éteint. Il ne dessinait plus, il ne lisait plus, il ne jouait même plus de piano. L'instrument dans le grand salon restait muet, son silence un reproche constant à toute la maison. Georges prenait cela pour de la soumission, une victoire. Adèle le voyait à peine, perdue dans son propre brouillard. Seule Élise voyait la vérité. Ce n'était pas de la soumission, c'était une mort intérieure. Elle voyait l'héritage de Thomas en train d'être assassiné une seconde fois, et elle ne pouvait pas le supporter. C'est alors qu'Élise prit une décision. Ce n'était pas une grande décision, pas un plan pour renverser l'Empire. C'était un petit acte. Un acte minuscule de rébellion, un acte de mémoire. Le jeudi suivant était son jour de congé, une demi-journée qu'elle passait habituellement à dormir ou à écrire à sa propre mère en Ardèche. Ce jour-là, elle prit le peu d'argent qu'elle avait économisé. Elle n'acheta pas le ruban qu'elle voulait pour ses cheveux. Elle n'alla pas à la pâtisserie. Elle se rendit dans une petite papeterie près du fleuve, une boutique sombre qui sentait l'encre et le vieux papier. Elle acheta un petit carnet de cuir, à peine plus grand que sa main, et un seul crayon de charbon de bois. Elle le cacha au fond de son panier, sous un chou. Ce soir-là, la maison était lourde.
écrasée par l'attente du portrait, prévu pour le lendemain. Georges était parti à un dîner d'affaires. Adèle s'était retirée avec une migraine. Élise trouva Julien. Il n'était pas dans sa chambre. Il était dans la bibliothèque, assis par terre dans le noir, le dos contre les étagères. Il ne pleurait pas. Il était juste, vide. Élise s'agenouilla près de lui. Elle ne dit rien au début. Elle sortit simplement le petit carnet et le crayon de sa poche. Elle les posa sur le sol devant lui. Julien la regarda, ses yeux d'un bleu profond, les yeux de Thomas, méfiants, brisés. « C'est petit, murmura Élise, sa voix à peine un souffle, pour que tu puisses le cacher. Dans ta poche. Dessine ce que tu ne peux pas dire. Dessine le feu, dessine le silence. Mais ne les laisse pas te prendre ça. C'est à toi. C'est qui tu es. » Julien ne bougea pas pendant un long moment. Puis, lentement, ses doigts se tendirent et touchèrent la couverture en cuir. Il prit le carnet. Il ne la remercia pas, mais il leva les yeux vers elle. Et pour la première fois depuis des jours, Élise vit une lueur. Ce n'était pas de la joie. C'était quelque chose de plus féroce. C'était de la survie. Le lendemain matin, l'agitation commença à l'aube. Le photographe du studio Véron allait arriver à 10 heures. Georges hurlait que ses chaussures n'étaient pas assez brillantes. Adèle était d'une pâleur de cire, son visage un masque de poudre de riz. Et Élise, en train de préparer le plateau de rafraîchissement qu'on lui avait ordonné d'apporter, sentit le petit fragment de dessin brûler dans sa poche. Elle savait que le portrait qui allait être pris était un mensonge, mais elle savait aussi qu'un autre secret venait de naître, le carnet de Julien, un secret qu'elle avait créé. Et alors qu'elle ajustait les tasses sur le plateau, elle se rendit compte que ce n'était plus l'histoire d'Adèle et Thomas, c'était devenu la sienne. Le jour du portrait se leva, froid et d'une clarté impitoyable. L'air était si immobile que la fumée des cheminées de la ville en contrebas monté en colonne droite et grise. Le studio Véron arriva à 10 heures précises. Monsieur Véron était un homme petit et agité, qui sentait l'eau de Cologne et le produit chimique, et qui ne voyait le monde qu'à travers le rectangle de son objectif. Pour lui, la famille Fournier n'était pas un nœud de secret et de douleur, c'était une composition. Il s'agita sur les marches de l'hôtel particulier, installant son lourd appareil sur trépied, disparaissant et réapparaissant sous son voile noir, tel un magicien nerveux. La lumière est parfaite, une belle lumière d'hiver si... « Honnête !» s'exclama-t-il, ignorant l'ironie qui faisait frémir l'air autour de lui. Georges Fournier, lui, était dans son élément. Il n'était plus un mari et un père, il était un propriétaire arrangeant ses biens. Adèle, ici, près du pilier. « Votre profil est meilleur. » Il la plaça comme une statue. « Camille, devant votre mère, tenez sa main. Souriez, enfant, ce n'est pas un enterrement. » Puis vint le tour de Julien. L'enfant s'approcha, vêtu de son costume sombre et rigide. Il ressemblait à une petite victime de la Révolution, attendant l'échafaud. « À côté de moi, » ordonna Georges. Il n'y avait pas de place pour la discussion. Il attira Julien près de lui, et puis, il fit le geste qui allait sceller l'image pour l'éternité. Il posa sa main, large et lourde, sur la petite épaule de Julien. « Un Fournier se tient droit, » gronda-t-il. « Regarde l'objectif, montre-leur qui tu es. » Élise se tenait là où on le lui avait ordonné, en retrait, près du portail, dans l'ombre, tenant le plateau de rafraîchissement que personne ne toucherait. De là, elle voyait tout. Elle n'était pas dans la lumière honnête de Monsieur Véron. Elle était dans la vérité des ombres. Elle vit la main de Georges sur l'épaule de Julien, non pas comme un geste d'affection, mais comme une prise de possession, un saut de propriété sur un objet dont il doutait. Elle vit les doigts d'Adèle serrer la main de Camille si fort que la petite fille eut une grimace, mais Adèle ne le remarqua pas. Son sourire était peint sur son visage, une chose fragile en porcelaine qui menaçait de se fendre en 1000 morceaux. Son regard ne fixait pas l'objectif, il le traversait, fuyant vers un point lointain, peut-être 10 ans en arrière, dans une roseraie, avec un homme qui n'était pas là. Et Élise regarda Julien. Il était pâle, mais il ne tremblait pas. L'enfant vide et brisé de la bibliothèque avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un d'autre. Il se tenait droit, comme son père l'exigeait, mais pas pour son père. Il regardait l'objectif avec une intensité qui était presque une agression. C'était un défi. Et Élise vit un mouvement minuscule, presque imperceptible. La main gauche de Julien, hors de vue de son père, se serra sur quelque chose dans la poche de son pantalon. Le petit carnet de cuir, le cadeau d'Élise, le seul morceau de vérité dans cette scène. Il ne se cramponnait pas à son père, ni à sa mère. Il se cramponnait à son art. Il se cramponnait à Thomas. « Parfait, ne bougez plus !» cria Monsieur Véron depuis son voile noir. La famille unie, magnifique. 1, 2, 3. Il y eut une détonation étouffée et une bouffée de fumée aveuglante. Le flash au magnésium explosa, illuminant la scène d'une lumière surnaturelle et fantomatique pendant une fraction de seconde. Ce fut comme un coup de feu. Dans cet éclair blanc, Élise vit l'image figée, la performance de Georges, l'agonie d'Adèle, l'innocence de Camille et le défi secret de Julien. Elle se vit elle-même, une silhouette dans l'ombre, le témoin. Puis l'obscurité revint, laissant des taches dans leurs yeux. L'instant était passé. Le mensonge était capturé. Le secret était officiellement devenu une photographie. « C'est fait », dit Georges d'une voix satisfaite, en retirant sa main de l'épaule de son fils. «
comme si elle était brûlante. Élise servait le café. La performance était terminée. L'artefact venait de naître. Le portrait est arrivé une semaine plus tard. Encadré de bois lourd et sombre, il fut accroché dans le grand salon, au-dessus du piano silencieux. C'était un mensonge officiel, une œuvre d'art de la dénégation. Georges Fournier le regardait avec une satisfaction évidente. Il avait plié la réalité à sa volonté. Il avait une preuve que tout était en ordre. Mais la photographie, au lieu de figer la paix, n'a fait que sceller le destin de la famille. En se regardant chaque jour dans cet instantané, les Fournier n'étaient pas rappelés à leur unité. Ils étaient rappelés à la performance qu'ils avaient dû livrer. Et la tension, au lieu de s'apaiser, devint une maladie chronique. La fin n'a pas été une explosion. Ce fut une lente désintégration. L'hiver de 1920 a été particulièrement rude. 2 mois après la prise de la photo, Georges a pris sa décision finale concernant Julien. Il avait vu l'intensité dans le regard de son fils sur le portrait, et il l'avait prise non pas pour un défi, mais pour de l'insolence. Il avait vu le carnet. Un jour, fouillant la chambre de Julien dans un accès de suspicion, il l'avait trouvé sous le matelas. Ce n'était pas le petit carnet d'Élise. Celui-là était trop bien caché, mais un autre, rempli de dessins de Thomas, que Julien avait dû trouver au même endroit que sa mère. Des reproductions des lettres, des croquis de sa mère jeune. La preuve, Georges n'a pas crié. Ce fut pire. Élise, qui époussetait le couloir, l'entendit parler à Adèle. Sa voix basse est morte. C'est fini. L'enfant part. Je l'envoie dans un internat militaire dans les Pyrénées. Il apprendra la discipline, ou il y gèlera. C'est mon dernier mot. Adèle n'a pas protesté. Élise l'entendit seulement murmurer « Oui, Georges ». C'était le son d'une âme qui s'éteignait. Julien est parti une semaine plus tard. Élise l'a aidé à faire sa malle. Il n'a pas pleuré. Il était froid, comme une pierre. Alors qu'il descendait les mêmes marches que celles de la photo, il s'est retourné vers Élise, la seule personne venue lui dire adieu. Il a glissé sa main dans sa poche et lui a serré la main. Elle a senti la forme du petit carnet de cuir. C'était la seule chose qui l'emportait. Élise n'est pas restée. Elle ne pouvait plus respirer dans cette maison. Une semaine après le départ de Julien, elle a donné son préavis. Elle est partie, emportant avec elle ses maigres possessions, le souvenir des lettres de Thomas et le petit fragment de dessin brûlé représentant un œil. Elle n'a jamais revu les Fournier. Des années plus tard, elle a entendu dire que Julien n'était jamais revenu. Après l'internat, il avait disparu. Certains disaient qu'il était parti en Amérique, d'autres qu'il était mort dans l'anonymat à Paris. Adèle était devenue l'ombre de son mari, vivant dans la grande maison jusqu'à sa mort, s'occupant de ses roses et de sa fille Camille, qui, elle, est devenue une parfaite réplique de son père. Alors, regardons cette photographie une dernière fois. Le photographe voulait capturer une famille unie, mais ce qu'il a immortalisé, c'est l'instant précis de la fracture. Ce n'est pas un portrait de famille, c'est un acte d'accusation. La main de Georges sur l'épaule de Julien n'est pas un geste d'amour paternel. C'est le geste d'un propriétaire s'agrippant à un bien qui ne lui appartient pas. Le sourire figé d'Adèle n'est pas de la fierté. C'est le masque d'une femme qui a choisi la sécurité plutôt que son enfant. Et Julien ? Son regard intense n'est pas dirigé vers l'appareil. Il est dirigé vers l'avenir. C'est le regard d'un prisonnier qui se cramponne à sa seule arme, son identité. Et là, dans l'ombre, à peine visible, se tient Élise. Elle n'est pas une simple domestique. Elle est la gardienne de la vérité. Elle est la mémoire vivante de tout ce que ce portrait tente de cacher. Elle est la preuve que même dans les histoires les plus sombres, il y a toujours quelqu'un qui voit, quelqu'un qui se souvient. L'héritage de Julien n'était pas dans la soie de lion, mais dans le charbon de bois d'un crayon. Il a rejeté l'héritage de Georges pour réclamer celui de Thomas. L'histoire d'Élise nous enseigne que les vrais héros ne sont pas toujours ceux qui sont sous les feux de la rampe, mais parfois ceux qui se tiennent dans l'ombre, observant, comprenant et choisissant d'agir, même par le plus petit des gestes, un simple carnet, un acte de gentillesse qui peut sauver une âme. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour la sécurité? Et vaut-il le prix de votre vérité? Pensez à votre propre vie. Quels sont les héritages silencieux que vous portez? Non pas de sang, mais d'esprit. Quand avez-vous été témoin d'une injustice que vous ne pouviez pas arrêter? Et comment avez-vous trouvé le moyen de préserver la vérité? Si vous avez été touché par le courage silencieux d'Élise et la survie de l'esprit de Julien, écrivez le mot « héritage » dans les commentaires ci-dessous. C'est notre façon de reconnaître tous les héros invisibles. Et si vous croyez que ces histoires doivent être racontées, aidez-nous à continuer cette mission. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la. Chaque clic aide à sortir un autre fantôme de l'ombre. Et cliquez ici pour voir la prochaine histoire que nous avons sauvée de l'oubli. Merci d'avoir regardé.